Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Richard Verly, correspondant à Paris du journal suisse Blick. Bonjour Richard. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour. Au sommaire, Donald Trump en quête d'alliés alors que le trafic pétrolier est toujours quasiment à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. Le président américain renouvelle son appel auprès de ses partenaires à intervenir, quitte à menacer l'OTAN en cas de refus. L'Iran, de son côté, multiplie les attaques de missiles et de drones sur Israël et les États du Golfe, les Émirats arabes unis notamment, où un homme est mort à bord de son véhicule dans une frappe sur Abu Dhabi, le signe d'une résistance inattendue. Restez avec nous, c'est tout de suite, on va plus loin. La guerre des États-Unis et d'Israël entre dans sa troisième semaine et fort peu l'avait anticipé aux premières heures de l'offensive lorsque le guide suprême et une partie de son état-major avaient péri d'entrée. Le pouvoir iranien tient, il est toujours en place et ne semble pas vouloir donner le moindre signe de compromis. Siavosh Ghazi à Téhéran pour France 24, les missiles et les drones iraniens continuent de s'abattre dans la région en signe de riposte. Absolument, des missiles de plus en plus puissants et de plus en plus destructeurs et de plus en plus rapides également, puisque désormais donc l'Iran utilise seulement des missiles avec une tête explosive d'1 tonne ou de 2 tonnes. Et les médias affirment que l'Iran va désormais utiliser dans les prochains jours un nouveau missile, le missile Ras-Tafiz, qui est encore plus puissant que ceux qui ont été utilisés jusqu'à maintenant. Donc, on passe donc au stade supérieur. J'ai été témoin toutes ces dernières années de ces nombreuses bases souterraines qui ont été montrées par les gardiens de la Révolution à travers le pays, un peu cachées sous la montagne, mais aussi dans le désert, en plein désert, des villes entières donc remplies de missiles. Et donc, il n'y a pas seulement les lanceurs qui sont utilisés pour donc lancer ces missiles, il y a donc ces bases souterraines avec des silos, et donc on voit parfois par exemple donc la terre s'ouvrir et un missile partir vers la cible et donc le sol se refermer pour cacher donc l'endroit d'où était parti le missile. Donc certains responsables des gardiens de la Révolution, notamment le porte-parole des gardiens de la Révolution qui parlait hier à la télévision d'État, a affirmé que dans certaines bases, certains stocks de missiles n'ont même pas été touchés jusqu'à maintenant. Donc, les Iraniens affirment qu'ils disposent encore de nombreux missiles et de nombreuses surprises dans les prochains jours face aux Israéliens et face aux Américains. L'Iran a néanmoins continué d'être frappé ce lundi, notamment le sud du pays, Siavosh. Absolument, il y a eu des frappes dans différentes zones de l'Iran, mais aussi beaucoup de frappes dans Téhéran même. Par exemple, un habitant d'un quartier que j'ai interrogé donc cet après-midi, qui vit près de l'aéroport national de Mehrabad, me racontait que vers 2-3 heures du matin, le ciel est devenu tout blanc comme si c'était le jour. La partie donc ouest de l'aéroport, donc la piste a été frappée une nouvelle fois par l'aviation américaine ou israélienne. Mais d'autres quartiers ont également été visés, notamment par exemple la place Enrelab dans le centre de la capitale. Un collègue d'un ami médecin a été tué dans cette frappe. Donc il passait sur cette place Enrelab qui est située dans le centre de la capitale iranienne. D'autres zones civiles ont également été touchées à travers la ville. Donc des frappes de plus en plus importantes à travers Téhéran, notamment sur des zones de plus en plus résidentielles, ce qui explique qu'il y a une fuite une fuite des habitants de Téhéran qui se vide de plus en plus et les magasins qui se referment de nouveau après quelques jours de réouverture. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Richard Verly, ce ciel tout blanc, on en a entendu parler il y a quelques jours. C'était au Liban avec des soupçons d'usage, ou en tout cas des accusations d'usage de phosphore blanc par l'armée israélienne, ces accusations portées par les autorités libanaises. À mesure que la guerre dure, il y a une forme de fébrilité qui gagne les États-Unis et Israël, d'après vous, qui s'en prennent de plus en plus clairement à des cibles qui ne sont pas seulement militaires. Il y a eu cette bavure de l'école, le premier jour de l'entrée en guerre. Aujourd'hui, il y a une volonté délibérée d'étendre le conflit, quitte à prendre des risques. Vous l'avez dit, Raphaël, on entre dans la troisième semaine de guerre et rappelons que le calendrier que Donald Trump avait lui-même évoqué, c'était 4 semaines. Donc on voit bien que cette guerre ne suit pas le cours que les États-Unis avaient prévu.
Ça paraît assez limpide. Donc bien évidemment, la question qui se pose pour Israël comme pour les États-Unis, c'est de casser le régime. Le régime n'est pas tombé suite à la décapitation, la mort du guide suprême. C'était sans doute l'espoir et l'attente d'Israël et des États-Unis, mais ça n'est pas intervenu. Le régime n'est toujours pas tombé. Après, on doit en être maintenant à peu près à 10 000 frappes qui ont eu lieu depuis le début de la guerre. Et donc, il va falloir trouver quelque chose pour véritablement le mettre à genoux. Ça peut être quoi ? Ça peut être l'utilisation d'armes beaucoup plus puissantes. Et Donald Trump ne l'a pas exclu. Il l'a évoqué. Alors, vous parlez du phosphore. Moi, je n'ai pas d'informations, mais des armes beaucoup plus puissantes. Et qui dit beaucoup plus puissante, dit beaucoup plus de dégâts. Ou alors, deuxième option, et ça va de pair, frappe sur des infrastructures civiles. Donc là, on sortirait du cadre des cibles militaires. Ça veut dire qu'on tape les ponts, on tape les routes, on désorganise le pays au maximum. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu une loi absolue. On se met la population assiégée à dos. Gauthier Rybinski, ça viendrait évidemment contredire tous les appels à sortir, lancés à la population iranienne pour prendre son destin en main. Oui, c'est la cécité politique. C'est la cécité politique des États-Unis dont on voit bien, et Richard a parfaitement raison de le souligner, on voit bien avec Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense. Enfin, à la guerre, en l'occurrence. Pardon, à la guerre. C'est auto-intitulé. C'est pour ça que je pensais ministre de la guerre. Voilà. Oui. Et qui dit, jamais, au grand jamais, nous ne ferons ce qu'on appelle du nation building, c'est-à-dire de reconstruire un pays pour justement, quand on a supprimé par exemple tel ou tel régime, pour faire en sorte qu'il y ait un développement vertueux. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, que les choses évoluent ? Effectivement, le pari, c'était de casser la tête en tuant le guide suprême. Que se passe-t-il ? La tête repousse, en l'occurrence avec son fils dont on ne sait pas dans quel état il est. Mais c'était ça. Le projet, ça ne peut pas être de dire on frappe, que ça soit avec telle ou telle arme d'ailleurs, et puis on attend. On va voir comment, de manière vertueuse, le seul usage militaire provoque la naissance de quelque chose. C'est absurde. Et autant on a pu dire qu'Israël avait un autre objectif qui était plus clair sur le remplacement politique, mais Israël n'en a pas les moyens tout seul, et on reste effectivement à ce niveau de la vertu supposée du militaire. Je termine sur ce que vous signaliez à propos d'Israël et du Liban. L'erreur aussi qui me semble assez patente, c'est que compte tenu de ce que le Hezbollah a fait subir, a fait vivre à la population libanaise, il y avait là pour Israël presque une opportunité en disant, regardez, on veut vraiment terminer le Hezbollah et vous offrir la possibilité, même de manière démagogique, on est bien d'accord, mais elle était là, cette possibilité. Et comme dit Richard, s'il faut aller plus loin dans cette logique qui est non politique, c'est ça le drame, eh bien là on s'aliène effectivement les populations. À quoi est due, Richard, la résistance du pouvoir iranien ? On voit des missiles, parfois même plus sophistiqués encore que ceux employés jusqu'à présent, seraient encore dans les stocks du pouvoir. Cela veut dire qu'il y a eu une stratégie qui a été bâtie en cas d'offensive par les États-Unis et Israël de la part du pouvoir iranien qui avait anticipé ce qui allait se passer ? Sans doute. Il paraît clair maintenant, après ces 3 semaines de guerre, que le régime iranien avait un plan. Et lorsque, quand même, le secrétaire à la guerre, on parle toujours du même, Pete Hegseth, a annoncé que 95% des lanceurs de missiles étaient anéantis, eh bien, il en avait visiblement oublié un certain nombre qui sont cachés. Siavosh l'a très bien expliqué. Donc je crois qu'il y a 3 éléments qu'il faut retenir de cette résistance. Moi, je mettrais en premier, quand même, l'élément de résistance politique. Et ça, c'est sans doute ce à quoi Donald Trump et Benjamin Netanyahou ne s'attendaient pas. Ce régime tient. Est-ce que vous avez vu des désertions ? Est-ce qu'on a vu des généraux déserteurs ou félons se précipiter aux frontières ? Pour l'instant, on n'a rien vu. On ne voit pas de fissure dans ce régime. Un régime qui, bien sûr, tient par la terreur, en interne également aussi, mais le fait est que le régime tient. La deuxième chose, c'est, vous savez, cette mort, assassinat du guide suprême, il a été une humiliation absolue pour ce régime. Ce régime est désormais non seulement le dos au mur, ils le savent, puisque ce qu'on leur promet, c'est de leur couper la tête aussi, d'une certaine manière, mais il est aussi dans un registre de vengeance. Il a pour lui le droit de se venger. Et je crois que ça peut galvaniser un régime. Surtout, ça peut galvaniser les gardiens de la Révolution, parce que c'est un régime dont on connaît la structure autoritaire. Et enfin, dernier élément, alors là, on est dans le domaine de l'armement. Si Siavosh dit vrai, il n'y a pas raison de mettre en doute ce qu'il dit, ça voudrait dire quand même
que le fameux renseignement américain-israélien absolu auquel on ne peut rien cacher, eh bien, il y avait des trous dans la raquette, si je peux me permettre, et que ces trous, ils sont en train de les découvrir. Gauthier, quel que soit l'état de santé du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dont on ignore d'ailleurs toujours s'il est réellement vivant et avec quel degré de conscience, le pays riposte et l'opposition reste pour l'heure inerte. Écoutez, l'opposition, elle en a vu, elle avale des couleuvres quand même. Il n'y a pas si longtemps, avant le déclenchement de cette guerre, Donald Trump dit, souvenez-vous, tenez bon, on arrive. Il y en a qui ont entendu ça, qui sont morts. Et puis il y en a d'autres qui attendent toujours. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que suggère, je cite souvent le ministre de la guerre américain, parce qu'il est au fond la parole probablement encore plus débridée que celle de Donald Trump, qui dit, mais il suffit de frapper, le régime, c'est fini. Alors, 95% des missiles ont été détruits. De lance-missiles ont été détruits, la marine n'existe plus, l'aviation non plus. Et alors ? Et effectivement, le facteur de résistance, qui est un facteur politique, il est dû à plusieurs choses, à ceux qui sont intéressés au régime, à l'habitude aussi le fait autoritaire, quelque chose qui casse énormément, et puis surtout, il y a peut-être quelque chose qui aurait pu être un signe incitateur, ou en tout cas qui aurait donné du courage à la rue iranienne, c'était de prendre comme première option de lever et d'abroger le Velayat Faqih. C'est-à-dire la loi, ce qui théorise de manière fondamentale la mainmise du clergé sur la vie politique. Et là, parce que c'est aussi ça l'objectif de l'opinion, de la rébellion iranienne, parce que c'est ça qui la fédère, même quand les différentes approches ne sont pas les mêmes. Et donc là, c'est encore une fois, pardon de le dire, je me répète, mais c'est l'expression d'une cécité politique de la part des Américains, entre autres, et aussi des Israéliens, que de dire nous sommes à l'écoute des souhaits, des desiderata, des envies du peuple iranien. Oui, et par quoi ça commence ? Ça commence par un coup dans la structure même du régime. Et ça n'est pas la mort du guide suprême qui provoque ce coup. C'est ça, encore une fois. Vous avez vu avec quelle vitesse le régime s'est régénéré. C'est comme l'histoire du ver de terre que l'on coupe et qui continue à pousser. Et ça, c'était pas très difficile à l'imaginer. Il y aura d'autres choses dont on pourra dire qu'elle n'était pas difficile à imaginer. Mais le fait que couper la tête d'un chef stoppe un régime, c'est absurde. C'est absurde. Voilà. On ne m'ôtera pas de l'idée. Le fait que ce genre d'opération, soit on n'y va pas, soit on va jusqu'au bout, c'est-à-dire occupation, administration, instauration de juristes, non, mais de juges, de pharmaciens, de boulangers, etc. Pardon de le dire, de revenir en arrière, c'est ce qu'ont fait les Américains en 1945 en Allemagne. Et c'est à ce prix-là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, on n'arrête pas le boulot à moitié, on le fait et on dit il n'y aura plus de nazis. Évidemment, il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Mais il y a un travail de nation building, ce qui s'oppose complètement à ce que dit l'administration aujourd'hui. On va passer à la suite dans un instant, mais je laisse tout de même Richard Verly vous répondre. Vous adhérez à ce que vient de dire Gauthier Rybinski. C'est réaliste aujourd'hui d'envisager une administration d'un pays comme l'Iran par des forces étrangères ? Non, je ne crois pas. Je dis pas, attention, je dis pas que Gauthier a tort, je pense qu'il a raison. La logique actuelle de l'intervention américaine-israélienne serait d'aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de changement de régime par les frappes aériennes. Alors, quand on dit il n'y aura pas, mettons ça au conditionnel, cela semble très improbable. Même en affaiblissant les structures physiques des gardiens de la Révolution. La seule solution, c'est laquelle ? Ce serait qu'une partie du régime, et c'est là-dessus que mise Donald Trump depuis le début, une partie du régime fasse défection, mais on ne le voit pas. Et quelque part, la mort du guide suprême, on s'en rend compte maintenant, elle a empêché cela. Parce que toute faction qui déserterait insulterait la mémoire du guide suprême. Or, la loi religieuse dont vient de parler à Gauthier, elle prohibe absolument ça. C'est-à-dire que ceux qui feraient ce geste seraient véritablement des damnés, en quelque sorte. Donc, je crois que la logique serait celle d'une occupation, serait celle d'une intervention terrestre. Je crois que ça n'aura pas lieu. Donald Trump, c'est absolument impossible pour lui. Et par ailleurs, l'Iran est un grand pays, on le sait. C'est un pays qui a une structure. Et ce régime, s'il a tenu sous les bombes, vous ne pensez quand même pas qu'il va céder lorsque vont arriver quelques fantassins qui de toute manière ne seront jamais assez nombreux parce que les États-Unis ne vont ni répéter l'Irak ni le 6 juin 1944. Les boots on the ground, ça semble totalement inenvisageable aujourd'hui. Oui, ça semble inenvisageable parce que je pense qu'il y a aussi l'effroi
l'effroi même des Américains vis-à-vis d'une opération pareille. Simplement, moi, ce que je voulais dire, mais je rejoins aussi Richard, c'est invraisemblable, mais c'est au fond ce qui a permis quand même un redémarrage. Regardez, on peut même dire qu'il y a un retour sur investissement. Regardez ce qu'est devenu l'Allemagne. Oui. Est-ce que c'était pas quelque chose qui valait, je dis bien, ça valait le coup parce que ça a donné ce que ça a donné. Mais là où j'abonde totalement dans le sens de Richard, c'est quand on dit, et ça Trump l'a plusieurs fois souligné, l'idée qu'il faudrait qu'une partie du régime se retourne. Enfin, souvenez-vous ce que ça a donné. C'était Biden lui-même et Donald Trump qui avaient dit « Nous avons trouvé des bons talibans ». Ouais. Eh ben on a vu, les petites filles, l'école c'est terminé, les femmes c'est à nouveau la maison, etc., etc. Il n'y a pas de bons talibans. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de bamboula. Eux, en tout cas, ne sont guère enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'heure, Néerlandais, Allemands, Britanniques, tous opposent un refus poli aux demandes répétées de Donald Trump. Pas question d'impliquer l'OTAN dans une quelconque mission afin de rétablir par la force la liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz. Pour Friedrich Merz, le chancelier allemand, cette guerre contre l'Iran n'est pas l'affaire des Européens qui n'ont pas été consultés. Écoutez. J'aimerais vous rappeler qu'au premier jour de la guerre, le président Macron, le Premier ministre Starmer et moi-même avons déclaré que, comme les États-Unis et Israël, nous voulions mettre fin au programme nucléaire et de missiles iraniens, mais que nous ne participerions pas à la guerre. Nous avons été très clairs là-dessus dès le premier jour, et le gouvernement fédéral défend toujours cette position. Cela signifie aussi que tant que la guerre continue, nous ne participerons pas à une opération qui garantirait la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz par des moyens militaires. Et maintenant, écoutez la réaction de Donald Trump. Certains pays sont très enthousiastes sur Ormuz, alors que d'autres pays pas du tout. On les a pourtant aidés pendant de longues années, on les a protégés d'horribles crimes venus de l'extérieur, et eux, ils n'étaient pas si enthousiastes que ça. Et le niveau d'enthousiasme, ça compte pour moi. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'Emmanuel Macron, c'est un 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Je pense qu'il va aider pour le détroit d'Ormuz. Je vous tiendrai informé, je l'ai eu au téléphone encore hier. Mais je n'en fais pas toute une affaire, parce que mon état d'esprit, c'est qu'on a besoin de personne. On est la nation la plus puissante de la planète, on a la plus grande armée du monde. On a besoin de personne. On n'a pas besoin d'eux, mais parfois quand je le fais, ce n'est pas que j'ai besoin d'eux, c'est que je veux juste savoir comment ils vont réagir. Voilà, Donald Trump qui se fait presque juge olympique, un 8 sur 10 décerné à Emmanuel Macron pour la figure libre. Richard Verly, au-delà effectivement de l'amusement qu'on ne peut pas s'empêcher bien sûr d'éprouver en écoutant les propos du président américain, il s'avère que aujourd'hui Donald Trump dit en gros, nous n'avons besoin de personne, mais nous exigeons tout de même la présence de ses alliés. Comment comprendre ces propos ? C'est exactement ce que vous dites, c'est la contradiction absolue. C'est-à-dire que Donald Trump, au fond, voudrait, j'imagine, que les alliés lui offrent de participer. En quelque sorte, il voudrait que les Iraniens capitulent, il voudrait que les Alliés envoient des navires dans le détroit. Tout ça pourquoi, en réalité ? Pour ne pas assumer cette guerre qu'il a décidée de manière complètement imprudente et peut-être de manière très peu justifiée ou très mal justifiée. Alors, on est dans la situation où les Européens, cela dit, pourraient bien avoir rapidement des problèmes. Parce que là, j'allais dire, ils font les malins. L'expression n'est pas bonne. Ils résistent, mais c'est quand même l'Europe qui va payer le prix cher de tout ça. Le prix économique, c'est l'Europe qui est la partie du monde la plus vulnérable avec l'Asie orientale, mais l'Asie c'est un peu différent parce que je rappelle qu'ils ont quand même d'autres types de liens avec les pays du Golfe et certains d'ailleurs continuent de s'approvisionner auprès de l'Iran, notamment l'Inde et la Chine en pétrole. Donc, un navire pakistanais d'ailleurs a pu lui passer le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs les Iraniens disent depuis le début, si vous négociez avec nous, vous pourrez passer le détroit. Donc, que va-t-il se passer pour les Européens ? Moi, ce que je note quand même dans le 8 sur 10 à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel Macron avait quand même mis une petite pièce dans la machine, puisque dès le début, il avait dit éventuellement, nous pourrions, si une opération dans le détroit d'Ormuz, etc. À partir du moment où il a mis cette pièce dans la machine, le président français, eh bien, vous avez le jukebox Donald Trump qui va sans arrêt amplifier. Donc, c'est quand même une posture compliquée pour les Européens aujourd'hui. Ils vont, pour l'instant, tenir bon sur la ligne de crête de ne pas y aller. Mais si les répercussions économiques sont importantes, comment justifier de ne pas aider à réouvrir ce détroit ?
Je m'interroge. La France pourrait se retrouver contrainte demain par les propos d'Emmanuel Macron qui, effectivement, en annonçant l'envoi d'une frégate défensive dans la région, a explicitement évoqué la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz à laquelle la France entendait, le cas échéant, participer, Gauthier Rybinski. Alors il y a deux choses. La première, moi je suis très étonné de voir cet étonnement justement que les dirigeants de ce monde ont par rapport au blocage du détroit d'Ormuz. Quoi qu'il se passe dans la région, opération militaire ou même autre, dès que l'Iran est concerné, il y a le risque, et qui a souvent été avéré, d'un blocage du détroit d'Ormuz. Ça n'est pas une surprise. Bon, premièrement, est-ce que là aussi, c'est une manière, comme le dit Trump lui-même, de tester les autres, sachant que lui, étant donné l'autosuffisance quasi totale énergétique sur le plan énergétique des États-Unis, ça n'est pas gravissime, sauf que c'est par chaîne aussi, ce sont beaucoup de produits qui y sont renchéris. Mais est-ce qu'il n'y a pas là la volonté de tester ces Européens et surtout de les tester, là encore, puisque c'est Trump qui donne la matière première, de les tester sur, là encore, une cécité politique de plus. Quand Friedrich Merz dit « ce n'est pas notre guerre, nous avons comme but de mettre à bas le nucléaire iranien », bah oui, et ben on en revient à la même question. Est-ce que vous croyez qu'une république d'Iran authentiquement démocratique aurait le souhait de se doter de l'arme nucléaire ? Vous dites que ça passe forcément par un changement de régime et les Européens doivent l'assumer comme tel. Évidemment, parce que là, le problème, c'est bien ça, c'est qu'on feint de croire c'est encore la même histoire, on feint de croire qu'il est possible de trouver des mollahs light, arrangeants, aux dents limées. Fondamentalement, un pays comme l'Iran, s'il était démocratique et qui veuille se doter de l'arme nucléaire, on dirait, bon, on y réfléchit. Il y a des traités de non-prolifération. L'accord de 2015 visait précisément à éviter l'Iran d'atteindre le seuil sans pour autant changer le régime. Voilà. C'est ça le problème de fond, mais il est bien en arrière. Accord dénoncé par Donald Trump, il faut quand même le redire. Tout à fait. L'ancien envoyé spécial de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, lui explique sur France 24 ses réticences, ses réticences côté européen, par l'absence de but de guerre clair de la part de Donald Trump. Écoutez-le. Il aurait mieux fait de les définir et s'il les a définis, de les partager. De les partager d'abord avec son administration, puisque je vois que plusieurs commissions du Sénat sont relativement sceptiques sur les objectifs et je vois que les alliés n'ont pas été non plus informés de ces objectifs. Donc, quand il vient maintenant demander de l'aide pour Ormuz, ils ont beau jeu lui dire « vous auriez dû nous avertir ». Maintenant, les objectifs eux-mêmes sont importants pour autre chose. Quand vous fixez votre objectif, vous avez les critères pour savoir si vous en êtes rapproché ou si vous êtes encore loin, pour juger qu'est-ce qu'il vous faut pour l'atteindre ou quel genre d'armes et de munitions vous devez utiliser pour atteindre ces objectifs. Si l'objectif lui-même est mouvant, vous ne pouvez pas avoir ces critères. Donc, vous ne pouvez pas dire à l'heure qu'il est si vous êtes à 5%, à 10%, à 50% encore loin de cet objectif. Le vague qui entoure l'objectif, comme si, on a décapité le régime, puis on a découvert que la décapitation était un des scénarios déjà intégrés par les Iraniens pour lequel ils avaient trouvé des solutions. Donc, le vague qui entoure les objectifs rejaillit sur le vague du succès ou au contraire de l'ensablement de cette offense. Hassan Salamé, voilà, on ne peut pas évaluer une opération dont on n'a pas déterminé le but. Ça semble effectivement assez évident, Richard Verly. Donald Trump le paye aujourd'hui. Il va pouvoir tenir combien de temps dans cette position, puisqu'on le comprend. Non seulement c'est vis-à-vis de l'opinion publique internationale, puisqu'il en appelle aujourd'hui aux Européens, et même à la Chine d'ailleurs, ce qui est quand même paradoxal, puisqu'on sait que cette opération a en partie été déclenchée aussi pour assécher les approvisionnements en pétrole vers la Chine, mais plus, de manière plus critique peut-être pour Donald Trump, auprès de son propre camp, son propre parti, auprès duquel il n'a pas non plus défini d'objectif, du moins pas officiellement. Alors, c'est juste et c'est normal qu'il n'ait pas défini d'objectif devant son électorat, parce que de manière, à son électorat, il avait promis pas de guerre.
Donc, de toute manière, s'il était revenu vers son électorat en disant « je vais faire la guerre », à ce moment-là, un certain nombre d'élus, y compris de son propre parti, lui auraient dit non. En fait, il a choisi la tactique inverse, c'est-à-dire de s'engager dans la guerre parce qu'il y avait l'opportunité de faire une frappe qu'il espérait fatale, et imaginer, ça c'est sans doute ce qu'il a pensé Donald Trump, que dans les jours qui suivaient la mort de l'ayatollah Khamenei, le régime se serait écroulé, l'affaire était emballée, il revenait vers son électorat, il disait, vous voyez, après le Venezuela, j'ai réglé l'affaire iranienne en 4 jours. Ça ne s'est pas passé comme ça, donc il est en difficulté. Après, moi je pense que quand même, on doit être prudent. Nous sommes à 3 semaines de guerre. Une guerre, elle a sa logique propre. Il y a évidemment quantité d'informations que nous n'avons pas sur ce qui se passe en Iran et qu'il n'est pas possible d'avoir. Peut-être va-t-on, dans les jours à venir, assister à une dégradation subite du régime iranien. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui sont dans des maladies terminales. À un moment donné, ça va mieux et d'un seul coup, ça chute. Peut-être est-on à la veille d'une chute brutale. C'est ce que sous-entendent les Américains. N'écartons pas cette hypothèse. Par contre, si ça doit durer, à ce moment-là, Donald Trump, eh bien, moi, je pense qu'il va continuer à ne pas fixer l'objectif. Parce que s'il en fixe, il court le risque de ne jamais les atteindre. L'avantage de ne pas en avoir, c'est qu'il peut à tout moment dire qu'il a gagné. Oui. Donc c'est lui, au fond, son seul curseur, son seul objectif. Il l'a dit au New York Times, vous vous souvenez, Raphaël, il disait « ma limite, c'est ma moralité ». Là, c'est pas ma moralité, sa limite, c'est le jour où il va décider qu'il a gagné. Ça veut dire, Gauthier, un peu comme une épée de Damoclès, qu'on est à la merci, enfin nous, peut-être les Israéliens surtout, à la merci d'un retrait à tout moment des Américains? Il suffit de dire « j'ai gagné ». Oui. Alors, les limites, en plus, comme disait Richard, les limites de Trump, c'est les limites de sa moralité. Ça peut être très, très loin, hein, les limites de sa moralité. Donc, on ne sait pas. Mais oui, c'est ça. Il suffit de dire, on ferme les rideaux, on dit, j'ai gagné. Et donc, tout ce qui serait contraire à ça, par la suite, ce serait, par exemple, la mauvaise volonté des Européens, qui n'auraient pas été assez enthousiastes. C'est les Iraniens qui seraient devenus lâches, par exemple. Ce qui me frappe aussi dans cet aspect des choses, c'est que, en fin de compte, Pardon oui. Allez-y. Non, ce qui est de l'ordre de MAGA, de ses électeurs, je ne suis pas certain que la dissension soit réelle, dans la mesure où il y a une vraie adhésion aux propos de Donald Trump, y compris même à sa transgression. Si Donald Trump dit « j'ai gagné parce que j'ai gagné », on va le suivre pour beaucoup, et c'est ça le risque. C'est ça aussi, effectivement, le risque que suppose ou qu'essaye de contrer Israël, bien sûr. Merci Gauthier Rybinski, merci Richard Verly qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va plus loin, à suivre dans un instant, nous reviendrons sur les résultats du premier tour des élections municipales ici en France. Quels enseignements en tirer à 6 jours du premier tour et à la veille du dépôt des listes? Restez avec nous.